Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. ITV, le journal dans l'actualité de ce samedi 28 décembre, le projet de loi qui criminalise le viol examiné à l'Assemblée nationale lundi prochain. Cette décision fait des heureux, pas seulement les associations de femmes qui se sont longtemps battues pour, mais les citoyens eux-mêmes s'en réjouissent et attendent son application au plus vite. Nous vous présentons ce soir une jeune femme spécialiste des soins palliatifs. Elle a ce don de soulager la douleur des patients atteints de maladies incurables. Fatou Thioye améliore la qualité de vie de ses patients et les accompagne vers la mort. Ousmane Gueye l'a rencontré. L'article de la semaine, comme tous les samedis, Le Soleil à l'honneur. Nos confrères ont publié une enquête cette semaine sur le recyclage des déchets électroniques et électroménagers. Les auteurs vont revenir sur cet article tout à l'heure. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à tous dans ce journal. Les associations de femmes l'attendaient et c'est arrivé pile à l'heure. La loi qui criminalise le viol sera examinée à l'Assemblée nationale lundi prochain. Des citoyens sénégalais se disent aussi satisfaits de cette mesure. Ils espèrent que les textes seront appliqués sans détour. Le reportage de Abdourahmane Ly. La loi sur la criminalisation du viol est adoptée en commission par l'Assemblée nationale. Les sanctions seront corsées pour dissuader les éventuels auteurs d'agressions sexuelles et les punir sévèrement. Une loi qui a tardé à être votée aux yeux des populations rencontrées. Je suis tout à fait d'accord pour que l'on criminalise le viol, parce que ce n'est pas du tout normal de voir des gens qui détruisent la vie des pauvres dames en les violant, ou même des gens qui vont plus loin en les tuant. Tous ceux qui le font doivent être sanctionnés dans le sens de dissuader les autres qui tenteraient de le faire aussi. La criminalisation du viol et de la pédophilie, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, une sanction lourde qui mérite une attention toute particulière en ce qui concerne la gestion des preuves. Il peut arriver que certaines personnes accusent d'autres à tort. Moi, je préconise ceci. Vu que c'est quelque chose d'assez sérieux et qu'une personne risque d'être emprisonnée à vie, je proposerai que les enquêtes se fassent de façon très sérieuse, avec tous les secteurs qui doivent y participer. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui provoque l'effroi chez ce père de famille. Le phénomène du viol prend de plus en plus de l'ampleur, en effet. Et à chaque fois que je me réveille partout, même sur les journaux, dans la partie qui concerne les faits divers, on lit des viols à n'en plus finir. Nous devons tout faire pour que cela cesse. Cette loi criminalisant le viol pourrait-elle être réellement dissuasive? Cet homme reste perplexe. À mon sens, depuis fort longtemps, on parle de viol. Et pourtant, ceux-là qui le font risquent jusqu'à 10 ans de prison. Maintenant, est-ce que c'est avec cette criminalisation que les choses vont s'arranger? On verra bien. Une interpellation toute particulière de cette partie de la population va à l'endroit des autorités quant à l'application de la loi, sans aucun état d'âme. Les Badianogor de Kolda se disent surprises de cette décision. Elles ont longtemps porté ce combat, un combat qui leur a d'ailleurs privé de vie de famille. L'attente a donc été longue, mais elle commence à porter ses fruits. Et nous allons tout de suite retrouver à Kolda notre correspondant Seydou Diatta. Elles ont toujours représenté les agents de santé au niveau communautaire et étaient sur tous les fronts dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Leur mission consiste à faire des incursions dans l'univers de la problématique de la santé de la reproduction qui renferme jusque-là des gènes et beaucoup de tabous. Nous avons été formés pour non seulement contribuer à la réduction des accouchements à domicile, mais faire le suivi concernant toute question relative à la santé de la reproduction. On fait aussi tout pour s'assurer que l'enfant respecte son calendrier de vaccination et s'assurer qu'il est enregistré à l'état civil. On travaille sans répit au point de leur priver de vie de famille, mais dans le bénévolat.
Nous n'avons jamais connu de rémunération depuis lors. De qu'on pense le contraire, mais non, nous faisons que du bénévolat. Ça a toujours été le bénévolat. Pour nous, c'est juste rendre service aux communautés et attendre la récompense divine. Sekou Baldé est responsable de l'éducation à la santé au district sanitaire de Kolda. La première cohorte de Badianou Gokh a vu le jour en sa présence. Lui et les concernés sont tout heureux d'apprendre la nouvelle faisant état d'une possible fin de plus d'une décennie de bénévolat. Si aujourd'hui on a d'énormes satisfactions dans le cadre de la santé, c'est grâce aux efforts fournis par les Badianou Gokh qui sans relâche font beaucoup de visites à domicile, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de références. Si aujourd'hui on reconnaît leur travail et on cherche à les rémunérer, on s'en félicite et nous encourageons vivement le président de la République. C'est une nouvelle qui vient à point nommé parce que l'attente a été vraiment longue. L'attente a été longue et le chemin parsemé d'embûches. Certaines ont quitté ce bas monde, d'autres contraintes d'abandonner sous le poids de la maladie ou de la précarité qui a au fil du temps envahi leur quotidien. Merci beaucoup Seydou Diatta pour ce reportage sur les Badianou Gokh. Les enseignants de la promotion 2013 de la FASTEF l'ont encore remis ce matin. En sitting aujourd'hui, ils continuent de réclamer leur intégration dans la fonction publique. D'après leur coordonnateur, les discussions qui ont été entamées par l'ancien ministre de l'Éducation, Serine Mbaye Thiam, doivent être poursuivies avec son successeur. Youba Koli est interrogé par Cheikh Hassan Fall et Moussa Fall. Le 9 janvier 2014, le président avait exhorté le gouvernement de régler définitivement la question des diplômés de la FASTEF, pour qu'on n'en parle plus. Depuis lors, le ministre sortant Serine Mbaye Thiam a fait un pas en recrutant une partie de cette promotion. La deuxième partie est là derrière moi en train d'attendre. Il n'y a pas eu de suite. Jusque-là, et il est parti. Un nouveau ministre est arrivé. Il a des défis à relever. D'abord, premièrement, c'est de recruter, d'achever, de matérialiser de façon effective les engagements du président de la République du 9 janvier 2014, à savoir le recrutement des professeurs diplômés de la FASTEF, qui sont habilités d'aller dans les classes et non dans la rue. Aujourd'hui, de 213, le nombre est passé à 150. 150, c'est facile à ventiler. 150 seulement. Anglais, français, histoire, géographie. Qui reste. 150 seulement. Oumar Sarr était à Bokhol aujourd'hui, c'est dans la région de Saint-Louis. Il était l'invité d'honneur de la finale de la Coupe du Maire. Oumar Sarr a saisi cette occasion pour parler du dialogue national, du PDS, mais aussi de ses relations tendues avec Karim Wade. Regardez. On m'a dit après que le PDS a boycotté, il faut dire que bon, j'ai pas vraiment, j'ai pas vérifié, puisque ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était que dans son ensemble, la classe politique était là. Donc, une personne, aucune partie d'un parti soit présente ou absente, ce n'est pas l'essentiel. Bon, je regrette un peu cette présence. Je pensais que le PDS serait quand même présent, puisqu'ils avaient signé avec le président de la République, quand le président Abdoulaye Wade a été au palais, ils avaient signé un accord pour montrer qu'ils étaient comme parti, et que le PDS était partie prenante du dialogue national, et que le dialogue était, et que le PDS allait venir aux manifestations liées au dialogue national. Nous avons constaté qu'il n'est pas là. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est encore une fois Doha qui a dû dicter sa loi au PDS. Et c'est bien triste, parce que la République ne marche pas comme ça. Et bon, le président de la Wade a malheureusement déjà un certain âge. Et
C'est vraiment dommage que ça se passe comme ça. Avec Kaliwad, nous n'avons pas un problème crypto-personnel, hein. On a un problème d'orientation, on a un problème réel. Il n'a jamais fait le PDS, il n'a jamais été dans une section du PDS, il n'a jamais été dans une fédération du PDS, il a peut-être eu sa carte du PDS, et comme ça, parce que son père est vieux, il veut accaparer le PDS et son appareil. C'est le problème que nous avons. Tant qu'il n'aura pas changé, on aura toujours ce problème-là. Et nous parlons d'autre chose. Les artistes de Dakar quittent les scènes pour nettoyer les rues de la capitale. Une belle initiative que salue la mairesse de Dakar, Soham El Wardini. Elle encourage ce genre d'action. Soham Wardini répond à Cheikh Hassan Fall et Mafal Fall. Les acteurs culturels nous ont rejoints pour nous aider dans la sensibilisation. Et ça, c'est très important. Donc nous allons dans cette dynamique avec les acteurs culturels pour vraiment nettoyer Dakar, sensibiliser les populations et nous engager dans cette voie. Et ça va être pérennisé. Ce ne sera pas une campagne d'1 an. En tout cas, moi, je peux dire que pour le reste de mon mandat, ce sera ma priorité. Chaque année, ce sera nettoyer Dakar. Nous allons essayer de faire du pavage et d'aménager, de fleurir. Je l'ai déjà dit, une fois qu'on aura désencombré, on met le pavage, on aménage l'espace et on fleurit tout autour. Nous allons aussi demander aux gens de planter des arbres et reverdir Dakar, parce que Dakar c'était le Cap-Vert et depuis quelques années c'est Dakar béton. Et je le disais en titre, annoncer à quelqu'un, un patient, qu'il souffre d'une maladie incurable et l'accompagner vers la mort est sans doute un exercice difficile et complexe. Pour des professionnels de la santé, c'est un travail de toute une vie. À la rencontre de Fatou Choy, une jeune Sénégalaise spécialiste en soins palliatifs, on va dire qu'elle a ce don d'apaiser les sentiments et même les plus terribles épreuves de la vie. Ousmane Gueye l'a rencontrée. Des années maintenant que Fatou Choy vit avec la mort, la cessation définitive de la vie ici-bas pour une vie éternelle dans l'au-delà, on ne l'annonce pas n'importe comment. L'infirmière sait que c'est un rôle très délicat. Une personne qui a une maladie incurable, on ne vient pas l'annoncer sur le champ qu'il a une maladie incurable, mais tout d'abord, il faut préparer la famille à l'avance. Donc, en quoi faisant, essayer de voir la personne la plus sûre, celle qui supporte le plus dans la famille d'abord, avant de lui annoncer qu'elle est malade. Cet accompagnement est très utile, d'autant plus que les derniers jours sont loin d'être agréables. En fait, nous et ces gens de personnes en fin de vie, vraiment nous leur apportons le réconfort. En quoi faisant? En leur faisant la lecture, s'ils sont des chrétiens ou bien musulmans, en leur lisant la Bible, d'autres en parlant du Saint-Coran. Donc on fait tout pour les ramener vers la religion, pour les ramener aussi à vouloir vivre davantage, tout en sachant qu'il leur reste que quelques jours à vivre. Et vous savez, ces gens de patients sont des patients la plupart du temps. Ils ne peuvent pas manger normalement, s'alimenter normalement. Donc, ils prennent des perfusions et autres. Donc, tout ça, c'est douloureux pour eux. Avec aussi des douleurs des fois très intenses. Donc, là aussi, très douloureux. Donc, nous les accompagnons avec tous les conseils en nutrition et médical nécessaires. La technicienne en nutrition sortie de l'Institut Santé Service de Dakar rencontre parfois tellement de condamnés à mort qui se moquent de la mort. Fatou, encore marquée par une très récente expérience. À Fan Hock, j'avais une patiente très bien connue, machallah, une dame très belle. Même en fin de vie, elle voulait qu'on lui mette ses bijoux et autres. Donc avec cette dame, on a eu à faire des perfusions, à lui donner la nutrition par sonde nasogastrique. Sonde nasogastrique, c'est une sonde qui passe par le nez pour s'alimenter. Donc on avait à lui faire ça. On lui faisait aussi des nursing, par exemple, parce que c'est des personnes qui ne peuvent plus se laver, prendre leur bain, par exemple, eux-mêmes, qui ne sont plus mobiles. Donc en fait, c'est nous leurs pieds et leurs mains. À 33 ans, cette mortelle comme les autres est convaincue qu'il faut de l'empathie, de la sympathie, de l'affection aussi envers les patients désespérés et qui ont plus que jamais besoin de la société.
Merci beaucoup Ousmane Gueye. Le festival de Baga dans le Thilogne a vécu. Cet événement sert de vitrine pour promouvoir la culture du Fouta. Les organisateurs en ont également profité pour aborder la problématique de l'emploi des jeunes. Et voici le parrain du festival, Abdoulaye Elimandja. Il est au micro de Momar Alisnian et Aletiam. Je pense que c'est un événement culturel important dans l'agenda du département de Podor, de Matam, mais également de la région de Saint-Louis. C'est la culture alpoire qui est revivifiée, donc ce sont nos valeurs. Je pense que ça permet aujourd'hui de créer un brassage, une union des cœurs de l'ensemble des populations de la contrée. Donc c'est de grands moments de retrouvailles. Pour moi, aujourd'hui, l'État ne peut pas donner l'emploi à tous les jeunes. Il faudra aujourd'hui encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans une région à forte potentialité agricole. Il y a des possibilités, il faut que les jeunes y croient et que l'État puisse accompagner dans des programmes de financement et d'encadrement. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est des mécanismes qui existent, que l'État a mis en place. Maintenant, les jeunes doivent en profiter et que nous autres, qu'on puisse les accompagner, les encadrer pour qu'ils réussissent également en fait l'entrepreneuriat. La page internationale est signée ce soir chez Hassan Afal. En Somalie, une attaque à la voiture piégée a secoué ce samedi la ville de Mogadiscio. Selon les premiers bilans, cette attaque aurait fait au moins 78 morts et au moins 125 blessés. Une attaque à la bombe qui n'a toujours pas encore été revendiquée. Sur Twitter, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khair a annoncé la mise en place d'un comité d'urgence pour la prise en charge des blessés. Les plus graves pourraient même être renvoyés en dehors du pays pour des soins. L'explosion a eu lieu au niveau d'un checkpoint tout près d'un carrefour particulièrement fréquenté et d'un centre de collecte des impôts dans le sud-ouest de Mogadiscio. Parmi les victimes de cette attaque, des passants, des fonctionnaires en route pour le travail, mais aussi une vingtaine d'étudiants qui se rendaient à l'université Banadir. Leur bus a été violemment touché par l'explosion. Suite à cette attaque, le président de la République, Mohamed Farmajo, a partagé un message de condoléances pour les victimes et leurs proches. Il a également dénoncé les ravages du terrorisme. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a nommé Abdelaziz Djerad comme Premier ministre. Le docteur en sciences politiques succède à Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission de Noureddin Bedoui. L'universitaire de 65 ans, ancien diplomate, est chargé de constituer un nouveau gouvernement, a précisé la télévision publique. Le nouveau Premier ministre a déjà exercé de hautes fonctions. Il a notamment été secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995 et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003 lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Ancien fidèle d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmajid Tebboune a remporté sur fond d'abstention historique 60% l'élection présidentielle, un scrutin organisé par le pouvoir pour élire un successeur au président déchu. La semaine précédente, le vote des cortèges d'ampleur exceptionnelle avait dénoncé une volonté du régime de se régénérer. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la loi des finances de l'année 2020 est déjà sujet à polémique. Le budget estimé à 11 milliards de dollars a déjà été adopté et réajusté par les deux chambres de parlement congolais, mais est déjà critiqué par la société civile qui la juge peu crédible et remplie d'incohérences. Si des voix se sont élevées, c'est parce que 59% du budget, c'est-à-dire 613 millions de dollars, est consacré au budget de fonctionnement des institutions et des cabinets ministériels. Des sommes qui, pour la société civile, auraient pu être beaucoup plus utile dans des secteurs tels que l'éducation et la santé. Le budget de la santé qui a d'ailleurs connu une régression de 5% pour 2020. Pour les ONG, ce budget consacre très peu à l'investissement, notamment dans le secteur agricole et dans l'énergie. Début décembre déjà, le FMI a qualifié ce budget d'irréaliste. En Zambie, le président Edgar Lunga a pris la décision de réduire son propre salaire et celui de ses ministres afin d'atténuer la colère de la population après une forte augmentation des prix de l'électricité et du carburant.
Une baisse de 15 à 20% des salaires a été annoncée. L'augmentation de ces tarifs était inévitable. Il fallait en atténuer l'impact, a indiqué un communiqué de la présidence. Les prix de l'électricité pour les particuliers augmenteront de 115% à partir du 1er janvier, a annoncé jeudi l'agence de régulation de l'électricité. Celles de l'essence et du diesel ont déjà augmenté avec effet immédiat, respectivement de 10% et 11%, provoquant des réactions scandalisées des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Le chef de l'opposition, Haikande Hichilema, a estimé que la réduction de salaire du président était insignifiante. C'est une goutte d'eau dans l'océan, a-t-il déclaré sur son compte Twitter, accusant ZESCO, la compagnie nationale d'électricité, de mauvaise gestion et de corruption. Et puis en France, pas de trêve pour les fêtes sur le front social. De nouvelles manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé des milliers de personnes un peu partout. À Paris, le défilé est parti de la place de la Bourse. C'est le 24e jour de grève, ce qui en fait un mouvement social le plus long que celui de 1995. Les manifestants, parmi lesquels beaucoup de syndicalistes de la SNCF et de la RATP, ont été rejoints par plusieurs centaines de gilets jaunes. Des manifestations importantes ont eu lieu dans plusieurs autres villes comme Bayonne ou Saint-Étienne. Ce samedi était donc une nouvelle journée compliquée pour les usagers des trains et du métro parisien, avec en moyenne 6 TGV sur 10 et encore 6 lignes de métro fermées dans la capitale. Merci beaucoup, cher Hassan Affal, pour toutes ces actualités internationales. Une note de sport, le Sénégal a été choisi par le Comité international olympique CIO pour abriter le tournoi qualificatif de boxe pour Tokyo 2020 de la zone Afrique. Le comité d'organisation a été installé ce vendredi. Là-dessus, les explications de Mamadou Diane Ndiaye, le président du CNOS, le Comité national olympique et sportif sénégalais. Ces propos sont recueillis par Moustapha Gabar Diop. Ça va regrouper les meilleurs boxeurs venant de 54 pays africains. Environ 350 boxeurs sont attendus, répartis en 13 catégories, dont 8 chez les hommes et 5 chez les filles. Seuls 3 boxeurs par catégorie au maximum peuvent se qualifier au JO Tokyo 2020. Je remercie donc dans cet événement toutes les structures et les bonnes volontés qui nous accompagnent pour la réalisation de ce challenge que je considère aussi comme un test avant les JOJ Dakar 2022. Direction Yarach à présent chez nos confrères du quotidien national Le Soleil. Vous l'aurez compris, l'article de la semaine. Les journalistes Idriss Sané et Djenaba Chomban ont réalisé une enquête intitulée, je cite, « Recyclage des déchets électriques et électroniques de l'or nocif ». Ce soir, ils reviennent de long en large sur cette enquête. Et là, Malik Sissé chez Rougaï. Cette enquête à la une du quotidien national Le Soleil est le fruit de 2 mois de labeur. D'abord, pour rencontrer Cheikhou, ça m'a pris du temps parce que on ne pouvait pas faire ce dossier sans lui. Parce que c'est lui qui est actuellement chargé au plan public et institutionnel de voir comment le Sénégal doit aller vers un recyclage écologiquement rationnel des déchets. Nous avons utilisé plusieurs genres. Il y a d'abord, nous avons fait 2 reportages de terrain. Nous avons fait 2 interviews. Nous avons fait aussi des encadrés et aussi un peu un commentaire. C'est-à-dire le commentaire est axé sur le coût du recyclage qui reste en Europe. C'est un paradoxe. Nous avons déjà essayé de montrer qu'il y a une floraison de boutiques, des shops qui vendent les frigos, les congélateurs, les onduleurs, les ventilateurs qui sont importés. Ça, c'est d'un. C'est-à-dire le coût est abordable, certes,
mais derrière, il y a les enjeux de la gestion de ces déchets. Les déchets électroniques et électroménagers sont véritablement de l'or nocif. Derrière le profit qu'ils génèrent se cachent des dégâts sanitaires et environnementaux incommensurables. Je peux prendre le cas d'une matière, d'une substance, par exemple le cadmium. Le cadmium est responsable des cancers. Une fois dans l'organisme, le cadmium se localise dans les organes nobles, c'est-à-dire les reins et le foie. Ça, c'est un exemple de matière, de métaux lourds qui sont nuisibles par exemple pour la santé humaine. Si nous prenons par exemple le plomb est responsable du saturnisme, du retard de croissance chez l'enfant, et même responsable aussi de certaines perturbations endocriniennes. Et 59,4% des Sénégalais ignorent les risques. Nous avons vu tous ici au Sénégal, et en 2008, il y avait l'intoxication au plomb qui était responsable d'une vingtaine de pertes en vie humaine à Thiaroye. Donc ce sont des cas qui doivent nous inspirer et nous devons tirer par exemple les conséquences. Ça, ce sont quelques éléments que j'ai cités. J'ai cité par exemple le cadmium, le plomb, mais il y a le furane, les dioxines qui sont responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Mariem, femme au foyer, témoigne en page 5. Ma facture d'électricité avait grimpé à cause d'un frigo d'occasion. Et l'ironie, c'est qu'il n'existe même pas au Sénégal une taxe de recyclage supportée par l'importateur. On nous transfère les déchets, mais on ne fait pas le transfert du coût du recyclage. C'est-à-dire l'argent destiné au recyclage reste en Europe. Maintenant, les déchets sont transférés en Afrique. Donc nous héritons des problèmes, mais nous ne bénéficions pas de cette manne financière destinée au recyclage. Parce qu'actuellement en Europe, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque vous fabriquez un portable, un ordinateur, un congélateur, au départ, on vous impose à inclure une taxe qui sera destinée au recyclage du matériel lorsqu'il est hors circuit, lorsqu'il est hors usage. Mais nous, en Afrique, jusqu'à présent, on ne bénéficie pas de ça. C'est pourquoi le Sénégal actuellement est en train de réviser ces textes juridiques. Maintenant, on va imposer, en fait, il est prévu, ce n'est pas encore le cas, on va imposer par exemple aux importateurs la responsabilité du recyclage. C'est-à-dire, quand vous importez un produit au Sénégal, vous devez, disons, prendre en charge le recyclage du produit. Ce n'est pas le client qui achète qui sera responsable, mais c'est celui qui va importer le produit qui sera responsable de son recyclage. Recyclage des déchets électroniques et électroménagers, de l'or nocif. Une enquête sur 3 pages réalisée par Diana Pachomban et Idriss Sané de l'Astre de Anne. Et là, Jumaïsi, c'est rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. À suivre hier la météo, il nous inspire. Et pour les infos, retrouvez à minuit Baba Ndiaye pour Djuki Pribari. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, 19h45 sur ITV.